c'est de laisser la parole à Agnès qui va déjà vous donner un premier volet, une réflexion de tout ce qu'elle a préparé pour nous, je dirais, sa trajectoire et le très beau site, je vous conseille d'y aller, le très beau site qu'elle fait en ce moment qui s'appelle La Table des Enfants. Alors, pour la petite histoire, Agnès me l'a envoyé. Je trouve que j'ai une fille, une petite fille et un petit-fils qui sont en Angleterre dans une crèche anglaise, et que toutes les semaines, je balance La Table des Enfants vers ma fille et mes petites filles, et que y a de l'animation qui se fait, et que dans la crèche, j'ai la crêpe parce qu'il y en a bien sur les crêpes, dans la crèche, ma fille me dit je veux plus leur donner parce que finalement j'ai pas le temps de traduire tout parce qu'ils parlent pas le français, et donc ça me fait du boulot en plus, mais ça marche bien même avec des enfants anglais qui sont d'ailleurs, il faut le dire, très multiculturels dans la crèche. Voilà. Merci. Je vais peut-être prendre ta place. Bon, déjà, un grand merci de m'avoir invité à cette journée. C'est un grand plaisir de partager avec vous ma passion de la nutrition, parce que c'est vrai que je suis diététicienne nutritionniste. Alors moi, j'ai commencé mon parcours à l'hôpital, et puis après, la nutrition n'existait que dans l'hôpital, et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien intéressant qu'on aille la sortir un petit peu de ces termes techniques, et puis surtout de ce lieu de rencontre pour aller en parler différemment. Donc c'est là où j'ai commencé à faire de ce qu'on appelle de la communication nutrition. Parce que c'est vrai qu'en tant que nutrition, on considère certes les nutriments, mais aussi beaucoup les aliments et ce qu'ils nous procurent comme terme de plaisir. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un petit paradoxe. En fait, l'alimentation, c'était vraiment lié à notre santé. En fait, on a notre Hippocrate qui en parlait déjà il y a très longtemps. Donc, vous voyez, 3 à 4 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, et cette phrase qu'on lit encore tous les jours, que ton alimentation soit ton seul médicament, ou encore ta première médecine, c'est, je pense, des phrases que tout le monde utilise, réplique, et pour autant, quand on regarde de l'autre côté, c'est là où je voulais m'amuser à attirer votre attention, c'est qu'en fait, on s'occupe du bien manger, c'est vraiment, on s'y intéresse d'une manière organisée, prise par le champ médical, que dans les années 50. Et ce que je disais, c'est resté très longtemps au sein de l'hôpital, et c'est vraiment la communication en nutrition qui a été mon parcours professionnel, a commencé à la fin des années 90. Moi, je me rappelle à l'époque, j'allais voir des industriels en leur disant ça serait peut-être bien de mettre la teneur en calcium sur un produit alimentaire, sur un yaourt. Ils me regardaient avec des yeux en disant mais de quoi me parle-t-elle? C'était, quand on voit aujourd'hui le règlement européen INCO sur l'information du consommateur, c'est amusant de voir le chemin qui a été parcouru. Alors je vous emmène dans une petite promenade, la petite promenade de comment pense un nutritionniste, comment on raisonne quand on a envie de vous faire un message en matière de nutrition, parce que forcément on a une logique. Il y a la logique du goût, mais il y a aussi la logique de la nutrition. Et donc notre logique, c'est avant tout de vous aider à apporter via votre alimentation tous les nutriments. Et là, on n'a pas d'autres termes à vous proposer que l'organisme a besoin pour bien fonctionner. Et ce qui complexifie d'emblée les choses, c'est que c'est dépendant de l'âge, du sexe. Monsieur a le droit de manger un peu plus que madame. De l'activité physique, plus vous bougez, plus vous avez une assiette gourmande. Et de la situation physiologique, une femme enceinte, on s'imagine bien, va avoir des besoins spécifiques. Alors je vous ai mis un peu notre jargon nutritionnel, les glucides, les protéines, les lipides, qui maintenant rebasculent de plus en plus sur l'intitulé matière grasse, tous les minéraux, tous les oligo-éléments, les 13 vitamines. Donc vous voyez qu'on a un petit carburant là auquel on doit faire face chaque jour, qui est un petit peu sophistiqué. Mais la bonne nouvelle où on va se retrouver, c'est que nous ne mangeons pas des nutriments, nous mangeons des aliments. Et ça, c'est une super nouvelle. Et c'est là que tout commence, toute l'histoire commence à se raconter, parce que les aliments, on vient de le dire, ont une personnalité, ont une texture, ont une histoire, ont une production, ont une conservation spécifique. Et donc, on va commencer à mettre ça en musique. Et nous, en nutrition, on classe les aliments en 7 familles. Pourquoi 7 familles? On a regroupé
regrouper les aliments en fonction de leurs, je dirais, traits caractéristiques. Comme dans une famille, on se ressemble par le nez ou par les yeux, les aliments se ressemblent par leur teneur en vitamines ou en protéines. Et c'est ce qui va nous permettre d'établir des fréquences de consommation et des quantités. Alors les 7 familles, je vous les rappelle rapidement, c'est la famille des fruits et légumes, la famille des corps gras, la famille des viandes, poissons, œufs, la famille des produits laitiers, la famille des boissons et la famille des corps sucrés, des produits sucrés. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a, et ça je vais me répéter peut-être plusieurs fois dans ma présentation, c'est qu'il n'y a pas de mauvais aliments. Il y a ce que j'appelle, c'est une histoire, et là je rejoins très fortement Jean-Pierre, c'est une histoire de quantité. Donc moi je dis souvent, quand on se trompe, c'est parce qu'on n'utilise pas le bon mode d'emploi. Mais l'aliment en lui-même, on ne peut pas lui attribuer une notion de bon ou mauvais. Alors se rajoute la couche de, voilà, on mange aussi à un certain rythme. Alors on a le petit déjeuner, le goûter, le dîner. Ça aussi nous amène une couche supplémentaire de conseils, parce qu'on va vous délivrer des conseils en fonction du moment de consommation, toujours pour mettre en musique cette diversité alimentaire et vous aider dans la mise en œuvre. Qu'est-ce qu'on a comme intention? C'est simplement vous aider, vous guider vers une bonne, entre guillemets, organisation. Peut-être que vous organisez à la maison vos tâches ménagères, et bien là, on va organiser un petit peu votre tâche alimentaire. Et puis, dernière couche, bien évidemment, il faut aussi respecter nos sensations physiologiques. Je ne sais pas si vous écoutez bien votre faim quand vous vous mettez à table, si vous écoutez bien votre rassasiement, c'est ce sentiment que vous avez mangé suffisamment au moment du repas, si vous avez percevé la notion de satiété. La satiété, c'est ce moment hyper confortable qui nous met dans un état de bien-être, qui clore quand on est rassasié. Vous êtes tranquille jusqu'à la prochain repas, et vous êtes tranquille, vous pouvez mener toutes vos autres activités parce que vous êtes bien. Et la satiété pour nous, c'est une sensation qui est véritablement très importante. Alors on aime bien manger à table, oui. Pourquoi? Parce que la table, c'est un moment où on se pose, où on partage, où on peut s'organiser sur la prise alimentaire. Ça permet de ritualiser les choses, de préférence sans la télévision, je suis désolée, ou la radio, ou le journal. On a beaucoup de travaux qui nous montrent que si on mange avec la télévision, ou si on est un peu trop distrait, sans s'en rendre compte, on peut manger jusqu'à 20% de plus, ce qui est dommage. Alors à une époque où on nous dit qu'il faut peut-être revoir nos apports énergétiques, déjà peut-être éteindre la télévision peut être un petit geste tout simple à mettre en route. Voilà, c'est un petit peu comment nous pensons et comment nous construisons notre parcours. Alors là, je vous ai rappelé un petit peu les repères. On parlait du Programme national nutrition santé. Alors, c'est important de bien prendre conscience du terme repère. Ça veut dire que ce n'est pas une obligation. C'est là pour vous guider, pour vous dire, tiens, ça serait bien si vous faisiez ça, de vous en rapprocher dans l'idéal. Sachant que l'équilibre alimentaire, je tiens à vous rassurer, c'est pas dogmatique à la journée, on est bien, si c'est sur la semaine, c'est bien, mais rassurez-vous, ça peut aussi se jouer sur le mois. Donc s'il y a des jours c'est beaucoup plus festif que d'autres, et d'autres plus allégés, et plus... Le but, c'est que vous fassiez plaisir et que vous soyez toujours dans une certaine constance entre... une diversité alimentaire suffisante et puis de temps en temps ne pas oublier et toujours se faire plaisir. Une bonne excuse aussi pour équilibrer son alimentation, c'est tout simplement varier les aliments et varier les cuissons. C'est idiot de varier les cuissons, mais si on mange toute la semaine des fritures, on se doute bien qu'on aura un petit souci à la fin de la semaine. Et puis là, on en parle beaucoup et je pense que ça, c'est aussi un autre critère auquel, en nutrition, nous sommes de grands promoteurs, c'est l'activité physique. Parce que nous sédentarisons un peu trop et le face-à-face avec nos ordinateurs ou nos autres activités sédentaires nous pose un petit peu problème dans l'alimentation. Alors, une conviction. Pour moi, je pense que l'alimentation, les aliments, l'équilibre alimentaire, c'est pas que l'équilibre alimentaire, mais c'est tout, se découvre, s'apprend. C'est un pèlerinage, je dirais, dans notre monde alimentaire. Tout ça parce qu'on doit apprendre un petit langage commun, on doit découvrir, on doit repérer, reconnaître. Il y a eu des travaux qui ont montré que aujourd'hui, dans les écoles, quand vous montrez une betterave aux enfants, il y a 80% des enfants qui ne reconnaissent pas une betterave. Il y en a 50% qui ne savent pas que le steak haché, c'est du bœuf.
Beaucoup aussi qui disent que la frite, c'est pas de la pomme de terre. Quand vous entendez ces travaux qui ont été faits auprès de 900 enfants, vous dites ah bah tiens, ça pose quand même un peu le problème. Qu'est-ce qu'on a raté au passage? Qu'est-ce qu'on n'a pas su transmettre à nos enfants pour que d'emblée ils puissent reconnaître, toucher, sentir la texture, voilà. Et il y a bien quelque chose qui moi me paraît important, c'est vraiment cet apprentissage sur lequel je m'inscris fortement. Et puis c'est aussi, voilà, vous avez vu que l'équilibre alimentaire c'est quand même un petit jeu, c'est un petit puzzle qu'on va jouer tous les jours, c'est comment j'associe tel aliment avec tel autre pour arriver à la bonne complémentarité au final. C'est aussi comment je cuisine. Alors je suis, mais alors avec Jean-Pierre, une addicte de la conviction que la cuisine, c'est quelque chose qui va nous, entre guillemets, j'exagère peut-être un peu, mais qui va nous remettre dans tout ce sens de l'équilibre. Pourquoi? Parce que quand on cuisine, on sait ce que l'on met dans la recette, on sait comment on le prépare, on sait ce qu'on a choisi, avec qui, avec quoi, et puis surtout on dose. Et voilà, mon petit slogan c'est l'équilibre se joue aussi dans la poêle, ça j'en suis absolument convaincue, parce que c'est l'équilibre alimentaire, c'est pas des choses très compliquées, c'est pas du comptage, c'est vraiment cette petite chose qu'on fait au quotidien, qui est de s'intéresser déjà à ce que l'on mange et comment on le fait. Et c'est pour ça que ça s'apprend. L'enfant, c'est merveilleux, c'est curieux, c'est pétillant. Il absorbe avec une facilité incroyable, il est manuel, il est ludique, donc on a un terrain de jeu absolument extraordinaire. Et en plus, chez l'enfant, comme il est dans l'apprentissage, on n'est pas comme chez les plus grands, où on est plus dans une modification du comportement. Chez l'enfant, on est bien dans l'apprentissage, c'est-à-dire la découverte et la construction. Et tout ça, ça nous permet bien évidemment de s'y amuser, d'être convivial, de ludique, de le faire en famille. Il n'y a pas mieux que le bassin familial pour apprendre l'alimentation. Moi, je sais pas, on a tous des souvenirs incroyables de ce qu'on faisait avec nos parents, nos grands-parents, pour faire la recette de famille. Ouais, moi je faisais ça comme ça, on allait chercher le lait à tel endroit, mais on y allait en vélo, puis il y avait encore les fermes comme ça. Et là, on peut recréer tout cet imaginaire, cette culture qu'on peut mettre en racontant l'aliment et comment cette recette, en faisant de génération en génération, appelle à des gestes, à des rituels un petit peu différents, à persister, mais avec cette modernité qui s'est bâtie tout autour. Voilà, ça c'est assez extraordinaire. La découverte, les souvenirs, rire en faisant la cuisine avec, quel merveilleux plaisir, et puis se faire réussir, voilà. Donc c'est vraiment des choses qui sont absolument extraordinaires. Alors tout ça, naturellement, moi, dans mon parcours, j'ai beaucoup accompagné l'adulte. Et un beau jour, je me suis dit, tiens, à l'époque où il y avait, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le net en matière de communication en nutrition, et donc je me suis intéressée à voir ce qui se passait sur l'enfant. Et bizarrement, il n'y avait pas beaucoup de sites sur l'enfant. Aujourd'hui, on reste deux, hein. Typiquement illustré comme on n'est que 2 sites, alors qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants en France, et ce qui fait, et ça me touche beaucoup ce que tu disais Jean-Pierre pour l'Angleterre, mais ce qui fait que même un pays, moi j'ai beaucoup de gens qui s'inscrivent du Canada, alors que le Canada est un pays qui pour moi est assez exemplaire en manière de pédagogie nutritionnelle. Mais enfin, je me suis intéressée à l'enfant parce que je me suis dit, tiens, nous, on a quand même des signaux qui nous disent que les liens entre nutrition et santé sont quand même de plus en plus nombreux, et que par ailleurs, les problèmes arrivent de plus en plus tôt dans la vie de l'enfant, et on se dit, tiens, c'est dommage que ça arrive d'une manière aussi précoce, et du coup, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, pour faire cette éducation, mais vraiment, quand je dis éducation, c'est sous le sens du ludique, du plaisir, on s'amuse, on est là, il ne s'agit pas du tout d'être dans la moralisation, ni dans quelque chose qui nous amènerait à dire des discours, ça c'est bien, ça c'est mal. Non, il n'y a rien qui est bien, qui est mal, on a le droit de manger de tout, on a le droit de goûter de tout. On a le droit justement de s'expérimenter à tout en matière d'alimentation, sauf ma seule réserve, et ça je suis obligée de vous le dire, quand il y a une indication thérapeutique. Mais en dehors de ça, il n'y a aucun souci à aller goûter, tester, et je pense qu'au niveau du goût, c'est là où on va se faire aussi son aptitude à discriminer les aliments qui nous plaisent, qui vont nous construire,
Moi, j'aime bien dire que nos habitudes alimentaires, c'est un petit peu comme notre empreinte digitale. Ben, elle nous est unique. Si on a adopté nos habitudes, c'est qu'elles nous ressemblent, c'est qu'elles nous ont permis de nous construire, c'est qu'elles font sens. Alors c'est vrai que nous, on arrive là, quelquefois, dans cette jolie construction, un peu comme un jeu de quilles, avec quelquefois, on doit modifier nos habitudes alimentaires par nécessité médicale. Donc on essaye de le faire avec un maximum de respect, en restant au plus proche de ce que vous avez investi, qui est pour vous fortement important. Donc ça, c'est des choses auxquelles je tiens. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que dans tout ce cheminement est arrivé enfin, et là je vous ai mis pour rappel un petit peu, maintenant on se rend compte que l'éducation alimentaire de l'enfant est vraiment importante. Et je ne vais pas vous lire toute la phrase, mais vous voyez que dans le cadre de la loi de l'avenir pour l'agriculture et l'alimentation de 2014, ça a été enfin acté, mais vous voyez, c'est pas très ancien. Et l'éducation alimentaire de l'enfant est aussi préconisée par la Haute Autorité de Santé Publique pour prévenir l'obésité de l'enfant. Alors voilà, l'idée est venue donc de créer la table des enfants. Alors le mot table n'a rien d'anecdotique, c'était vraiment fondamental parce que certainement mes nombreux échanges avec Jean-Pierre et l'autre Jean-Pierre Paulin sont de... la table, ça n'a rien de banal, c'est pas un objet auquel on va lui donner un attribut. La table, c'est là où j'apprends, c'est là où je pose, c'est là où je peux partager, c'est là où je me regroupe. Donc moi, quand j'avais choisi cet intitulé-là, c'était vraiment très plein de sens, et je voulais que l'enfant et la famille vivent ensemble des aventures quasi inoubliable en matière d'alimentation. Et ce qui m'a permis de drainer tout un univers un peu ludique et joyeux. J'espère joyeux. Mais en tout cas, les retours que j'ai, les gens me disent globalement que... voilà. En tout cas, comme je communique beaucoup avec les gens qui me suivent, ça me permet de valider avec eux. Alors, le petit nom du chien, alors on a choisi une mascotte, alors tout a été fait avec des enfants, alors Mayo. Alors, pour vous dire un petit trait d'humour en matière de nutrition, moi, Mayo, quand les enfants m'ont revenu, parce que je les ai interrogés pour trouver le nom, ils m'ont dit Mayo. Oh, moi, je me suis dit mayonnaise. Eh ben, je me suis dit, faisons confiance aux enfants, parce que je trouve que justement c'est ça l'exemple, c'est que les enfants ils ont ce regard, il n'y a pas d'a priori, c'est merveilleux, tout est bon, donc il faut en profiter. Donc on a pris Mayo, et Mayo c'est une petite mascotte qui fait vivre plein d'aventures aux enfants et qui joue un rôle de pédagogue merveilleux qui leur permet de faire vivre des aventures, à la fois des jeux, des recettes, mais on ne s'arrête pas qu'à l'aspect culinaire, parce que moi, la prévention santé englobe aussi l'éducation à la santé de manière un petit peu plus globale. On parle aussi sur le site d'activité physique, mais aussi un peu, quand on a fini de manger, on va se laver les dents, de sommeil, parce qu'on sait aussi, il y a beaucoup de travaux qui montrent que dormir suffisamment est aussi une manière d'impacter notre poids de manière favorable, et la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce que c'est important aussi d'instaurer la notion de respect de l'aliment. On ne jette pas, on préserve, on réutilise, voilà, dès que c'est possible. Alors, je vous ai mis quelques exemples des jeux qui là aussi ont été bâtis. Alors, j'aime bien avec l'exposition qui est dans la salle à côté. C'est vrai que l'alimentation, l'éducation à l'alimentation, c'est vraiment dans sa globalité. C'est les jeux des régions. C'est important d'éveiller l'enfant au patrimoine alimentaire que l'on a. C'est intéressant. On a plein de fromages. Parler du fromage dans sa globalité, c'est bien, mais si on peut citer les fromages, leur région, pourquoi ils sont nés dans cette région, c'est fabuleux. Le jeu des ingrédients, pourquoi j'ai créé ce jeu-là, c'est justement par rapport à cette enquête dont je vous parlais auprès des 900 enfants, quand on se dit qu'un enfant a beaucoup de mal de relier un produit fini, élaboré, avec son ingrédient d'origine, je me dis qu'il y avait peut-être des choses à faire. Alors, vous pouvez reprendre toutes ces idées si vous voulez développer à vos propres titres. Hein. C'est des exemples, je n'ai rien mais voilà, je me dis que ce travail de remettre aussi en relation les matières premières et le produit fini, ça aide l'enfant à construire ce qu'est le produit.
Puis après, il y a tous les jeux. Je travaille les familles alimentaires par d'autres jeux, les quiz. Alors, et il y a chaque semaine un quiz sur les aliments, mais vraiment, on va travailler l'histoire. Quand, par exemple, l'asperge, à quel roi de France on doit la culture de l'asperge en France. Voilà, c'est anecdotique, mais c'est amusant de remettre, voilà, de se dire que l'aliment a été aimé, que les orangeraies du temps de Louis XIV ont eu une véritable histoire parce qu'il fallait protéger l'arbre à un moment où on n'avait pas d'autres. Voilà. Pour les enfants, tout ça, c'est toujours, et j'espère que ça nourrit un petit peu aussi les parents. Voilà, tout ça, ça permet cette éducation. Et alors, pour rejoindre Jean-Pierre, la recette, bien sûr la recette. Et la recette, c'est un merveilleux patrimoine. Il n'y a pas, parce qu'elle, c'est vraiment quelque chose où on passe du temps, on s'y investit, ça laisse la mémoire, et c'est justement la recette qui apporte aussi beaucoup la gastronomie au quotidien. Qu'on fait un gâteau d'anniversaire ou un simple gâteau au yaourt, ben rien que parce qu'on a fait ce gâteau, tout d'un coup le repas va devenir plus gastronomique. C'est pas pour autant qu'on a fait entre guillemets un grand repas, c'est simplement parce que la touche qui va être là apporte cette touche d'imaginaire, et c'est là où l'imaginaire de l'aliment, la symbolique qu'on va lui mettre va être très important. Je vous montre aujourd'hui le succès incroyable qu'ont les recettes sur le web. 70% des cuisiniers amateurs français considèrent Internet comme leur première source d'inspiration. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez toutes les actualités sur les réseaux sociaux, mais ça représente quand même un post sur 3 sur Facebook. C'est le premier sujet le plus épinglé sur Pinterest. Et vous imaginez le nombre de photos qui s'échangent chaque mois sur tous les réseaux. 1 milliard de photos. Ça laisse pantois, c'est un sacré succès, hein. Donc sans parler de toutes les émissions de télé et ainsi de suite, vous voyez que la recette a quelque chose de quelque chose de très important. Alors, moi, les enfants en plus, ils aiment cuisiner, hein. Dès que vous sortez, dès tout petits, ils adorent la farine, malaxer le beurre avec la farine. Faut surtout pas hésiter de leur faire vivre cette expérience merveilleuse qui est tactile, et tant pis si ça volette partout, on passe un coup de balai, c'est pas grave, mais au moins lui, il leur a gardé la joie de cette... c'est extraordinaire, il sort tout blanc, c'est génial, c'est super, l'enfant et c'est ça qui va lui donner envie de cuisiner, c'est qu'il se dit qu'il peut y aller, il peut oser, il peut faire. Puis tant pis si c'est pas réussi, mais souvent c'est réussi parce que de toute manière dans ses yeux c'est réussi, et c'est là où c'est beau, c'est que pour moi la recette c'est une merveilleuse façon de mettre l'enfant en situation de réussite et de construire son estime de soi. Mais moi, au travers, là je reprends un peu plus ma casquette de nutrition, qu'est-ce que m'apporte la recette quand je la redétortille avec mon regard, ça me permet de travailler la saisonnalité de l'aliment, parce qu'il y a aussi cette culture à passer, les spécificités de l'aliment, sa forme, sa texture, son goût, sa métamorphose de la recette. Quand on fait faire aux enfants des carottes râpées, une purée de carottes ou un gâteau aux carottes, vous imaginez bien que c'est toujours le même aliment, mais qu'il aura pris un visage, une saveur, une texture différente, et ça raconte quelque chose. Bon. Après, je ne parle pas plus du goût et des 5 sens, mais voilà. Alors moi, ce que j'essaye de faire au travers, c'est d'apprendre bien évidemment les bons grammages, parce qu'une recette, c'est comme une salade. Si vous mettez... souvent on me dit, tiens, c'était quand je faisais mes consultations, on me disait, ah mais je mange plein de salades. Mais la personne, elle prenait du poids, puis on a décortiqué l'assaisonnement. La salade, la laitue, c'est 15 calories au 100 grammes. Ça, c'est rien. Et si vous mettez 3 cuillères à soupe d'huile, vous passez d'une salade à 15 calories à 315. Donc, c'est presque autant qu'un steak avec un haricot vert. Donc, vous imaginez que votre salade, elle n'a pas du tout le même profil nutritionnel et elle n'a pas le même effet. Les gestes culinaires. Moi, on connaît en nutrition les gestes qui vont préserver les teneurs en vitamines, qui vont préserver les teneurs en minéraux. Voilà. Donc on va essayer d'utiliser des techniques culinaires qui préservent au mieux l'intégrité de l'aliment. Voilà. Et donc, voilà. Puis moi, ce que j'aime, c'est aussi... on utilise. Alors, c'est vrai que quand j'ai créé le site, je me suis amusée. On a fait une page d'alerte sur les précautions, parce qu'on se rend compte que la cuisine, banalement, on n'utilise que des choses à risque. Le feu, les couteaux, la râpe,
que des choses où on se dit le mixeur, voilà, c'est quand même une aptitude à apprendre. Et si on ne l'apprend pas, cette aptitude aussi, cette aisance vis-à-vis de tous nos ustensiles culinaires, on sera un jour paralysé. Comment on sert d'un économe, comment on sert, c'est basique. Mais là aussi, c'est ça qui va nous permettre de rêver, de créer. Et si on regarde bien nos grands talents culinaires en France, qu'est-ce qu'ils ont bien su faire? Eh ben, ils sont à l'aise avec tous les outils. Eh ben, c'est comme le pinceau avec un peintre. S'il n'a pas, il ne s'est pas amusé à gribouiller pendant des années sa toile, eh ben, un jour, il ne fera pas son chef-d'œuvre. Et voilà. Et donc là, on va vite arrêter, mais voilà c'est un exemple à l'écran de la newsletter dont Jean-Pierre parlait, qui part gentiment en Angleterre. Ouais, ça c'est super. Mais voilà. Et donc chaque semaine, les enfants reçoivent. Alors les textes sont postés chaque semaine, tout au long de la semaine, mais en général la newsletter marche mieux. Et l'enfant reçoit un jeu et un aliment. Bon, on lui dit devient un expert d'eux. Et puis avec la recette associée. Et donc, chez la partie parents, l'aliment est développé d'une manière beaucoup plus détaillée et riche pour que l'enfant, le parent, puisse apprendre quelque chose. Moi, je donne aux parents ce qui puisse compléter l'information auprès de l'enfant. Je propose, et ça c'est mon vrai casse-tête toutes les semaines, donc si vous avez des idées là-dessus, je suis preneuse, de trouver toujours la fête qui va avec l'aliment. Parce que bien aussi aimant, ça se découvre aussi dans du vécu. Je vais voir où il est produit, je vais voir où il est fêté, je vais voir des gens qui lui donnent naissance. Donc ça m'intéresse, donc je me décarcasse pour trouver pour chaque aliment une fête. Et puis voilà, puis après je ne peux pas m'empêcher, je reprends toujours ma casquette de donner des actus sur la nutrition, parce qu'il se passe tellement de choses dans mon domaine que j'aime bien aussi partager. Et j'espère que tout ça, au sein de la famille, favorise bien un petit échange tel que je l'espère. Voilà. Et alors, juste pour conclure, les petites astuces en tant que parent, c'est vraiment faire participer l'enfant, créer potager, aller au marché. Vraiment, l'enfant, il adore être sollicité en matière d'alimentation. Si on doit retenir vraiment une chose importante, c'est quand même essayer d'installer bien le rythme alimentaire et lui donner le goût de l'eau. Moi, j'aime bien donner le goût de l'eau parce que c'est ce qui va l'aider quand il a soif à demander de l'eau. C'est bien qu'on boive des boissons sucrées sans alcool, c'est pas un souci, mais ça ne doit pas représenter l'essentiel de la boisson, des repas partagés, ce plaisir d'être ensemble, de faire ensemble. Voilà, puis d'autres astuces qu'on sait bien aussi dans le goût, c'est que quand on veut introduire un nouvel aliment, ça demande un petit peu de temps, c'est normal. L'enfant a besoin de se familiariser avec lui. Et là, il faut faire un petit exercice de persévérance. Quelquefois, il faut aller jusqu'à 10-12 fois pour présenter le nouvel aliment. Et puis, voilà, toujours l'activité physique, parce que si on bouge suffisamment, on pourra toujours préserver une diversité et une souplesse dans l'alimentation qui nous permettra de sauver notre gastronomie alimentaire au quotidien. Voilà. Merci beaucoup. Merci Agnès.